la rencontre avec notre présentation à Marie et moi. Donc, on a vraiment à cœur l'épanouissement à l'école. Puis, c'est une condition incontournable pour la santé mentale positive. Ça fait peut-être un peu écho à ce que, au modèle là, que Charles a présenté tantôt concernant le fait que l'éducation pouvait être un premier niveau. Et tout ça pour dire que c'est pas facile ressentir du bien-être dans les institutions éducatives et on sait qu'il y a de la pénurie d'enseignants, des valorisations, des engagements par rapport à la profession et souvent c'est toujours lié aux interactions qui sont plus ou moins positives dans les milieux, aux émotions aussi que l'on ressent là, de façon peut-être négative et ça nous amène à abandonner. Et il y a aussi en éducation une culture d'abnégation. Ça, c'est très, très, très présent et même certaines personnes vont se valoriser à être dans une abnégation quand même assez intense. Donc, on donne tout pour les élèves et on ne pense pas à soi. Donc, la perspective que l'on a, nous, Marie-André et moi, c'est vraiment de travailler sur les enseignants et le personnel scolaire pour justement leur faire prendre conscience qu'ils doivent être bien a priori pour ensuite être capable d'accompagner les élèves ou les apprenants, tout dépendant des niveaux. Et tout ça nous a amené à se poser des questions. Comment réussir à évoluer dans ce contexte-là pour ressentir du bien-être? Et on s'est dit, c'est en cultivant nous-mêmes une santé mentale positive, en prenant soin de nous. Et en deuxième lieu, souvent, c'est en prenant soin de nous, c'est qu'on commence à imaginer des endroits ou des lieux où on va commencer aussi à collectivement penser au bien-être collectif dans un écosystème, bien entendu. Donc, qu'est-ce que la santé mentale? Je pense que je vais faire comme Simon, là, vous connaissez ce que c'est la santé mentale et c'est de façon générale d'améliorer notre aptitude à jouir de la vie puis d'être capable d'affronter les défis. Mais ce qui est intéressant dans la santé mentale positive, c'est qu'on a tout ça, mais on va vraiment regarder le développement positif en développant un plus haut potentiel, en prenant conscience de nos forces et ça, c'est ce qu'on veut dans les écoles. C'est que les humains qui arrivent à l'école, que ce soit les étudiants ou que ce soit les enseignants, puissent être là pour s'épanouir. Et on se demande comment on pourrait mettre en place des conditions favorables pour promouvoir et prévenir une meilleure santé mentale chez le personnel ainsi que chez les élèves. Depuis quelques années, je développe un champ en sciences de l'éducation qui s'appelle la psychopédagogie du bien-être. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de faire peut-être écho à l'idée de Charles. C'est premièrement de réussir à faire en sorte que les gens prennent conscience de leur bien-être. Donc, apprendre ce qu'est le bien-être. Et là, c'est pas apprendre en se mettant en rond, en se faisant des tresses, là, puis c'est pas expérimental et c'est vraiment de se dire, comment on apprend le bien-être avec les connaissances issues de la recherche, bien entendu, et par la suite, en ayant eu une auto-réflexion, en ayant eu des outils réflexifs, parce que souvent, le bien-être, ça passe par une réflexion sur soi, une réflexion de son environnement, mais comment on peut réussir à bien accompagner les autres et devenir d'une certaine façon quelqu'un qui est multiplicateur de bien-être. Donc, ce qui nous amène aussi à vous dire que le bien-être, c'est un phénomène qui est quand même assez complexe, c'est un concept qui est complexe. On n'a pas nécessairement là tous une définition qui est universelle au niveau des chercheurs et tout ça. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a des dimensions du bien-être, j'ai oublié la référence, mais c'est Peterson qui avait travaillé là-dessus. Donc, une dimension qui est cognitive, émotionnelle, sociale et physique. Aujourd'hui, on voulait partager avec vous plus les dimensions émotionnelles et sociales parce que nous, au Québec, on parle beaucoup de développer des compétences socio-émotionnelles. Je sais qu'en France, il y a aussi une volonté de le faire, mais c'est des compétences psychosociales. Donc, Marie-André est spécialiste de ça ici au Québec et je lui laisse la parole.
Alors, écoute, Nancy l'a très, très bien évoqué, là, les compétences socio-émotionnelles, c'est vraiment le sujet qui m'interpelle davantage. Puis effectivement, on est de l'ordre plus du personnel scolaire, donc tous les intervenants impliqués, là, vous allez voir que quand même les résultats sont teintés. Mais quand on parle de compétences socio-émotionnelles, encore une fois, je ne veux pas faire un cours théorique sur chacun des domaines de compétences, là, mais juste pour mettre un peu en perspective chacun des domaines. Quand on parle de conscience de soi, on est vraiment de l'ordre de la reconnaissance de ses forces, de ses défis, de ses limites, mais vraiment d'un point de vue émotionnel. Donc ça, c'est le premier domaine de compétence. Quand on va parler d'autogestion, on a certes l'autorégulation, c'est-à-dire la gestion de mes émotions, la maîtrise de moi, certes, mais il y a aussi la recherche d'objectifs aussi qui vont être réalistes, hein, des objectifs personnels que je vais mettre, que je vais me fixer, qui vont être personnels à moi, mais qui vont être réalistes dans la mesure où je veux rester motivée. Parce que si je me mets des objectifs qui ne le sont pas, ben qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est bien sûr que je sois démotivée. La conscience sociale, quand on parle de ça, on va vraiment, moi j'ai toujours le mot d'ordre, c'est vraiment l'empathie. Donc quand on parle d'empathie, on va parler aussi, si on est par exemple enseignant, ben on va par exemple faire preuve d'empathie devant un enfant que je sais pas, qui a 4 ans. Hein? Donc à ce moment-là, il faut avoir une très grande connaissance aussi du développement de l'enfant, hein, à quel stade il est, peu importe son âge. Quand on parle d'habileté relationnelle, ben on demande aux jeunes d'avoir des relations saines et harmonieuses, de communiquer efficacement, mais encore faut-il se questionner en tant qu'intervenant, hein, à savoir est-ce que mes propres compétences sont bien développées à ce niveau-là, au niveau communicationnel. Quand on parle de prise de décision responsable, là, on est de l'ordre de l'analyse, hein, d'analyse d'un problème, comment je vais résoudre finalement ce problème-là, mais aussi en considérant en tant qu'intervenant du milieu, en considérant la dimension éthique de mon travail, donc les normes, les règles, les responsabilités qui régissent mon travail. Il y a une définition quand même intéressante de Michelino qui parle de les compétences socio-émotionnelles, qui les définit comme un savoir-être, bien sûr, ça je vais en reparler, mais un savoir-être qui peut être acquis, enseigné, évalué, et bien sûr, on parle de bien-être, donc qui va être prédictif du bien-être social et individuel. Pourquoi c'est important de les développer en contexte professionnel? Bien sûr, j'imagine que c'est un problème aussi dans certains autres pays, parce que pour avoir lu à ce sujet-là, ça l'était. Quand on parle des formations, hein, des formations par exemple des professionnels en milieu scolaire, on évoque le fait que souvent ça va être fondé sur pas fondé, mais ça repose beaucoup sur les savoir-faire. Alors que les savoir-être, surtout chez nos enseignants, parce que je travaille davantage les enseignants, sont plutôt mis de côté. Bien sûr aussi, quand on parle d'autoréflexion, autorégulation, peu présent dans le cadre de nos formations, bien sûr, c'est ce qui permet pourtant de bien intervenir et qui ont un impact, hein, bien sûr, les compétences socio-émotionnelles sur la gestion du stress psychologique, sur les exigences du travail, et aussi ce qui est démontré dans les différentes recherches, c'est que ça contribue aux apprentissages socio-émotionnels puis à la relation de qualité avec les jeunes. Bien sûr, je pense qu'on a parlé un peu tout à l'heure. Nancy, n'hésite pas, si tu me dis ce que je dis, c'est n'importe quoi. Pourtant, j'ai ressenti ce que tu faisais aussi. Fait que ça devrait être correct. N'hésitez pas. Je serais du genre à dire, comme Catherine tout à l'heure qui évoquait le fait, vous pouvez interagir. Moi, j'aime bien ça, mais là, écoutez, on va y aller avec un peu plus protocolaire. Mais n'hésitez pas. Sinon, ce que dit la recherche, hein, toujours dans une perspective du développement des compétences socio-émotionnelles, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous le savez, dans les études, on évoque le fait que les jeunes, bien sûr, sont susceptibles de vivre différents stress. On va parler aussi d'adaptation sociale et scolaire qui peut être un peu brimée dans certaines situations par rapport au fait qu'un enfant n'aurait pas développé, par exemple, ses compétences socio-émotionnelles à un très jeune âge. Il y a des risques de subir certains traumatismes. Donc, à ce moment-là, bien sûr, la nécessité, comme dirait Goldman, d'intégrer les compétences socio-émotionnelles est très nécessaire. Et ce qui est intéressant aussi, ça je le vois beaucoup dans les recherches que je mène actuellement, cette dissonance-là entre les différents rapports
les intervenants. C'est-à-dire qu'il y a certains problèmes relationnels ressentis avec les intervenants, que ce soit par exemple un enseignant avec un psychoéducateur qui va être dans sa classe. Au Québec, je ne sais pas si en Europe c'est la même chose, mais il y a des techniciens en éducation spécialisés qui vont accompagner les enseignants parfois dans les classes, les psychoéducateurs, les psychologues, etc. Donc, ces différents problèmes-là peuvent amener un certain obstacle à la communication, à la collaboration entre intervenants qui va se ressentir, par exemple, dans les interventions avec les enfants. C'est-à-dire que, par exemple, si un intervenant a une intervention X avec un enfant, puis l'autre non, bien sûr, il va y avoir dissonance. Puis en plus, si les deux collaborateurs ne s'entendent pas, bien sûr, ça peut se ressentir. Alors qu'on dit, bien sûr que les enfants ont besoin d'adultes qui sont des modèles. On a parlé tout à l'heure des modèles. Donc, faire preuve d'ouverture, c'est nécessaire et développer ses compétences. Surtout, là, c'est plus de l'ordre des habiletés relationnelles, mais ça va de soi que c'est nécessaire d'être un modèle. Pour le personnel éducatif, donc ce qui ressort entre autres dans les recherches, c'est vraiment le fait que les rôles dans les milieux ne sont pas définis. C'est-à-dire, ça fait quoi un psychoéducateur dans un milieu scolaire? Ça fait quoi? Un enseignant, ça peut être un peu plus clair, mais ça fait quoi finalement une direction d'école? Sur quoi je peux aller la voir? Quand je peux aller la voir? Ces rôles-là sont peu définis, alors que les directions d'école, elles, sont hyper sollicitées pour ce qui est justement, quand il y a un problème vécu avec un enfant ou avec un enseignant, un problème d'ordre émotionnel, ils vont être hyper sollicités, alors qu'ils sont limités eux-mêmes dans leur propre connaissance. Donc, c'est difficile aussi. Il y a lieu de s'intéresser aussi aux compétences socio-émotionnelles du leader, proprement dit, de la direction. Donc, on dit aussi que les formations misent peu sur l'identification de nos forces, de nos limites d'un point de vue émotionnel. Donc, cette place-là, souvent, on va dire, moi, j'entendais des enseignantes me dire, non, quand j'arrive le matin, il faut que je suis comme un acteur, il faut que je cache mes émotions, je donne une pièce de théâtre aux enfants, c'est vraiment comme ça. Alors qu'il y en a qui me disaient, écoutez, moi, à être inauthentique, à justement taire mes émotions, au fil des ans, j'en suis venue à m'épuiser. Alors, c'est clair que aussi il y a un aspect très intéressant, c'est-à-dire cette difficulté-là. C'est sûr que quand on est psychologue, ça peut être plus facile pour nous d'intervenir d'un point de vue émotionnel avec nos collègues. On a une certaine formation, mais les enseignants disaient, ouais, mais moi, je suis enseignante, je suis pas psychologue. Quand c'est le temps, quand il y a un enfant qui vit une telle problématique, mais aussi quand il y a un parent qui entre dans ma classe puis qui vit une problématique X, qu'est-ce que je fais s'il se met à pleurer devant moi? Alors, comment j'interviens? Donc ça, c'est vraiment des difficultés qui sont rencontrées et des besoins d'ordre, bien sûr, de développer ces compétences socio-émotionnelles sont plus que criants. Quelle stratégie adopter pour justement, développer les compétences socio-émotionnelles, ça c'est une chose, mais surtout pour ressentir finalement du bien-être à l'égard de tous ces beaux défis-là. Alors, on a bien sûr recensé quelques-uns. Et puis, ce qui ressort, par exemple, par rapport aux élèves, on le sait, soucier, bienveillant, ça c'est des mots très à la mode, mais surtout de s'intéresser à ce qu'ils vivent au quotidien. Puis moi, je me souviens avoir lu entre autres Siegel qui parlait de revenir un peu à notre monde intérieur d'enfant. C'est-à-dire que de connaître les stades de développement émotionnel du jeune, de 4 ans à 14 ans, 15 ans, 16 ans, ça va de soi qu'il faut y revenir parce que, moi je donne souvent l'exemple, j'ai perdu mes mitaines, j'ai 4 ans, ça va être la catastrophe. Un jeune à 14 ans qui perd un ami, ça va être peut-être la catastrophe. Puis là, on se dit, voyons, moi j'ai eu autre chose comme problème ce matin comme adulte. Alors de revenir à ces stades-là, cette connaissance-là du développement émotionnel, ça va de soi que c'est important. Se montrer disponible à l'écoute, ça c'est une chose. Puis là, j'allais dire ce matin, on dirait que c'était ce matin, là, mais il y a à peine quelques minutes, on parlait entre autres de favoriser finalement la progression personnelle, pas être de l'ordre de la compétition, du résultat, de se définir par un résultat. Donc, bien sûr, favoriser cette progression-là au regard de ce qui est... Parce que tantôt, j'entendais Charles dire en France, c'est comme ça, mais encore au Québec, on a ce sentiment-là parfois de compétition puis de souci d'avoir le résultat. Alors, ça va de soi qu'on va intégrer ça également. Donner des attentes claires, des règles claires, cohérentes dans ce climat de sécurité-là, bien sûr, ça fait partie de ce qu'on peut avoir comme stratégie, bien sûr. Par rapport au personnel éducatif,
Nancy le disait en introduction, on est vraiment de l'ordre de miser sur la personne éducatrice. Je dis éducatrice, là, mais dans le personnel éducatif, bien sûr, de miser sur les valeurs, les limites, les défis, mais surtout de reconnaître aussi la place des caractéristiques personnelles. C'est-à-dire, je réfléchis parce que moi, je me tue à dire que souvent, on veut intégrer le programme dans nos milieux. On se fait demander ça, mais quel programme va être... Donnez-moi une idée de programme, de nom de programme qui peut être élaboré avec mes élèves. Même on a des directions d'école qui vont nous appeler puis qui vont nous demander ça. Mais moi, je leur répète, mais avant toute chose, il faut s'intéresser aux caractéristiques personnelles de l'humain lui-même qui intervient auprès de nos enfants. Réguler ses émotions en transmettant, par exemple, on parlait du modèle tout à l'heure, c'est-à-dire comment j'en viens finalement, moi, en tant qu'intervenant, à me réguler tout en cachant pas mes émotions, tout en n'étant pas en train de taire mes émotions. Puis je pense que c'est Mylène tantôt qui te donnait un exemple par rapport à ça. La régulation se fait, par exemple, si moi je vis une situation où je me sens je suis un peu plus fébrile, je me sens en colère comme intervenant, comment je peux transmettre par l'exemple tout en vivant mon émotion? C'est-à-dire que pour me calmer, je vais peut-être, je pense que c'est toi, hein? Je vais par exemple me mettre dans la situation, je vais compter jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5. Ça en est des techniques pour dire, bien écoutez, vous avez le droit de vivre votre émotion, mais en même temps, comment je peux faire apprendre quelque chose à l'enfant dans cette situation-là? Donc, vraiment, on est de l'ordre de la régulation. Mettre au clair les attentes puis le rôle entre les intervenants, moi, je vous dirais que c'est ce qui ressort le plus dans le cadre de mes études, c'est-à-dire il faut connaître le rôle de chacun. Malheureusement, dans nos systèmes québécois, en tout cas, du moins, c'est pas clair. Puis, il n'y a pas de convention qui établisse, par exemple, que fait exactement le technicien en éducation spécialisée. Donc, ça mène à plusieurs problématiques. En conclusion, très brièvement, j'y reviens, mais tout ce qui est pratique, caractéristique des enseignants, clairement, il faut s'y attarder davantage que, en tout cas, du moins, ce qui ressortait dans les études, c'était par rapport au programme. La lecture de ses propres émotions, la place de l'autorégulation, puis tantôt, Nancy, tu disais, c'est pas de s'asseoir en cercle puis de sortir nos guimauves. Je sais pas si tu as dit guimauve, mais en tout cas, bref, c'est clair que c'est pas ça du tout, mais du moins, ce qui était évoqué comme besoin, c'était vraiment d'avoir ces espaces de discussion-là dans le cadre de notre pratique, parce qu'actuellement, on a des journées pédagogiques, par exemple, des journées où on va avoir du travail à faire en tant qu'enseignant, par exemple, mais on n'a pas d'espace dans notre tâche proprement dite d'enseignant, par exemple, dans notre tâche de technicien, de notre tâche de psychoéducateur. Au contraire, là, on a plein d'autres tâches qui sont connexes. Reconnaître les besoins, les stades du développement de l'enfant, j'en ai parlé, mais cette relation-là positive, elle est avec tous les acteurs. Donc, c'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, c'est nécessaire d'avoir cette réflexion-là sur comment moi j'en suis avec mes autres collègues, parce que c'est ça, transmettre par l'exemple puis être un bon modèle pour les autres. Nancy, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à ce qui s'est dit, mais du moins, ça fait un peu on a comme voulu faire une recension finalement de nos études là, très brièvement, mais n'hésitez pas là, si vous avez des questions. Voilà.